À Wall Street, les traders sont en alerte. On a 2 banques régionales qui ont admis de grosses défaillances sur des crédits. Ça a fait dévisser aussi d'ailleurs des banques européennes vendredi, alors que le marché de la dette privée pose lui aussi question après 2 faillites d'entreprises. Alors on va tenter de comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que tout ça est lié? Bonjour Thibaut Prébet. Bonjour. Vous êtes économiste et auteur indépendant. Alors déjà, on parle de dettes quand même qui sont différentes. Il y a la dette bancaire, donc accordée par les banques, et puis la dette privée qui n'a pas la même régulation et qui commence à se multiplier. On se demande si ça ne pourrait pas être le terreau de la prochaine crise. Mais un mot, ce qui s'est passé en cette fin de semaine, qui a une répercussion sur le secteur des banques. On a 2 banques régionales, alors c'est Zions Bonds Corp et Western Alliance, qui ont dit aux États-Unis, qui ont alerté sur des non-remboursements de lignes de crédit, ça. Absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que c'est assez amusant, c'est qu'on a dit que c'était pas bien parce que les banques traditionnelles prêtaient beaucoup. Alors, elles prêtent avec vos dépôts, c'est-à-dire qu'elles ont des dépôts qui, avec des ratios prudentiels, leur permettent de prêter. C'est comme ça, entre autres, que marche le crédit immobilier. Et on a dit que ça, c'est pas bien parce que du coup, si un jour elles ont un problème, vos économies sont à risque, donc ça serait mieux que ce soit d'autres gens qui prêtent. Et vraiment, c'est d'autres gens qui prêtent et on nous dit, mais c'est pas bien parce que comme ces gens-là sont pas régulés comme les banques, on sait moins bien ce qui se passe. Donc, on voit que c'est toujours assez intéressant parce qu'on n'est jamais content. Ce qui se passe, c'est quand vous prêtez de l'argent à des sociétés, vous prenez des risques. Les fonds, particulièrement en dette privée, le savent, et qu'à un moment donné, ça peut sauter. Quand ça saute, il y a toujours aussi des banques qui sont exposées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un monde où les valorisations ont beaucoup augmenté. Beaucoup augmenté, ça veut dire que parfois, un tout petit peu de résultat en plus, c'est une société qui peut valoir beaucoup plus. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde essaie d'optimiser son résultat ou ce qu'on appelle l'EBITDA, c'est-à-dire des sortes de soldes intermédiaires où on essaie de mettre le plus possible. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs manières de faire. Évidemment, déjà prendre plus de risques, donc du levier financier et parfois des risques. Et puis, ce qu'on appelle du hors-bilan. Alors, le hors-bilan, c'est très simple, c'est de dire, par exemple, j'ai des clients qui doivent me payer 1 million d'euros dans les 6 mois à venir. Je vais voir quelqu'un, un fonds, une banque, un opérateur d'affacturage, et je lui dis, vous récupérez cette créance, en échange, vous me donnez 900 000 euros. Alors du coup, moi j'ai directement du cash, j'ai plus de trésorerie, je fais plus de choses. Ça a l'air sympa. Le seul défaut, c'est qu'en réalité, j'ai moins de recettes à venir. Par contre, j'ai tous les mêmes paiements à faire. Donc, je suis pas sûr de rembourser. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup fragilisé ma situation, puisqu'en fait, j'ai à la fois moins de revenus à venir, et puis, si je suis en difficulté, si plus personne me prête et que tous mes revenus à venir ont déjà été payés, je suis en difficulté. Donc ça, c'est le principe de l'affacturage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une mode qui s'est développée aux sociétés comme aux particuliers. Vous avez ce qu'on appelle les BNPL aux États-Unis, Buy Now, Pay Later, donc tout ce qui vous permet de payer en 10-15 fois sans frais quand vous commandez sur Internet. Vous avez même aux États-Unis ce qu'ils appellent des EWA, qui sont en fait des avances sur les salaires, qui vous permettent de toucher de l'argent. Donc cette optique de dire on prend les profits ou en tout cas l'argent un peu plus tôt et on paye plus tard, c'est une tendance lourde qui inquiète et donc ça commence un peu à craqueler. Voilà, il commence à y avoir un peu 2-3 trucs qui sautent. Du coup, tous ceux qui devaient récupérer ces créances ou tous ceux qui, à contrario, avaient prêté à cette banque en se disant elle est saine et se rendent compte qu'en fait tous ces revenus futurs sont plus là, sont en difficulté. Donc voilà, c'est un petit peut-être quelque part une des conséquences les plus basiques, une des petites fractures qui se font sur un nouveau schéma d'une finance un peu plus décentralisée. C'est pas forcément très très grave, c'est normal, quand on prend des risques, parfois il faut accepter qu'on peut perdre de l'argent. Mais si on fait la liste de ces alertes sur le crédit, il y a eu ces 2 banques, il y a eu les faillites aussi de Tricolor et First Bank, qui sont 2 sociétés qui pratiquaient justement l'affacturage, en fait, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui en plus sont dans le secteur immobilier, donc secteur automobile, secteur cyclique, donc avec des pièces détachées pour First Brands, qui est une société qui lâche quand même à peu près 10 milliards de dettes, ce qui par rapport au chiffre d'affaires, qui était de 5 milliards, est considérable. Donc on se dit, c'est beaucoup, c'est une grosse chute. Pour autant, est-ce que c'est systémique? Non. La question que le marché se pose, comme toujours, c'est est-ce que c'est reproductible? Auquel cas, ça peut devenir un problème. Vendredi, il y a quand même une baisse sensible, même du côté des banques françaises. Alors c'est tout à fait vrai. En même temps, quand vous regardez les marchés aux États-Unis, ils font des plus hauts historiques toutes les 10 minutes. Les taux américains sont pas très hauts. Donc c'est vrai qu'on est en fait dans une phase où le marché est dans une telle euphorie qu'on cherche chaque petit signal comme le déclencheur de la fin de cette euphorie. Aujourd'hui, les signaux qu'on a par rapport au niveau de marché sont très limité. Mais il y a une petite fragilité parce que, en fait, il y a une règle qui est réelle, c'est qu'en fait, une crise vient toujours d'un truc que vous ne voyez pas venir. Donc en fait, dès que vous voyez un truc qui a l'air de sortir, vous ne connaissez pas trop, vous vous dites le crédit privé, qu'est-ce que c'est? Vous vous dites, est-ce que c'est pas de là que ça peut partir? Donc en fait, ce réflexe-là, il est assez classique. C'est-à-dire que la nouvelle crise vient pas d'un truc que tout le monde a déjà repéré ou tout le monde est prêt. Il vient d'autre chose. Moi, je ne pense pas aujourd'hui que ce sujet-là est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que justement, comme il appartient plus aux banques commerciales traditionnelles, elle ne met pas en danger l'épargne
des habitants. Mais elles peuvent avoir ça en portefeuille, parce que ça réagit aussi. Et en l'occurrence, Jamie Dimon a quand même dit, s'il y a un cafard, il y en aura sûrement d'autres. C'est qu'il y en a d'autres. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que ça implique? Si vous avez un fonds de dette privée, moi j'étais responsable de la dette privée d'un précédemment, vos épargnants, des caisses de retraite, des mutuelles perdent de l'argent, ils ont des ratios prudentiels, ils ont pris des risques en fonction. C'est pas la même chose que si votre banque traditionnelle, locale, a perdu de l'argent et que quand vous voulez payer vos courses, on vous dit « Ah non, la banque a plus de dépôt, vous pouvez plus récupérer votre argent ». Donc le risque n'est pas systémique, c'est un risque de perte dans le système qui, quand on est au bout de l'optimisation, arrive toujours et peut pousser un peu plus d'accalmie. Mais ce n'est pas le même risque que si vous avez peur demain de ne plus pouvoir utiliser vos économies. Donc c'est quand même des échelles qui sont assez différentes. Et puis, deuxième point que je voudrais évoquer, c'est qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas confondre le terreau d'une crise et l'étincelle. Là, on est en train de chercher une étincelle. Encore faut-il qu'il y ait un terreau qu'en 2008 on avait, qui était un terreau très clair d'une économie ultra bancarisée, ultra interconnectée, ou ultra optimisée, où la difficulté d'un acteur pouvait créer des choses énormes. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, parce qu'on a justement beaucoup poussé les banques à séparer tout ça. Et donc, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que c'est des acteurs qu'on connaît moins qui ont cette difficulté. Donc, je pense que là, il y a un petit effet boule de neige qui n'ira pas très loin, mais que ce terreau-là n'est pas très inquiétant. Il y a d'autres éléments aujourd'hui dans l'économie qui m'inquiètent un peu plus par rapport à ces démarrages. Alors, on n'est pas du tout sur un pré-2008 ou même 2023, la crise des banques régionales. Elles sont fortes, ces banques régionales aux États-Unis? Oui, elles sont fortes. Et puis encore une fois, prendre des risques et pouvoir faire faillite, c'est aussi assez sain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis un peu toute l'économie sous cloche en 2020. On recommence à retrouver des sociétés qui, avec les PGE en France ou des aides dans d'autres pays, ont du mal à rembourser, des faillites d'entreprises qui augmentent, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'une économie idéale n'est pas une économie où personne ne fait jamais faillite. C'est au contraire une économie, on encourage la prise de risque, l'innovation, avec l'idée, vous l'évoquiez dans l'interview précédente, que quand ça marche, on doit être récompensé. Il faut accepter le fait qu'une grande partie de ces initiatives vont rater. Donc on aura des défauts, on aura des pertes. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il puisse y avoir des gains, et de ceux qu'il y en a eu en face, pour compenser l'équation générale. Et qu'est-ce qui vous inquiète alors, parce que vous venez de dire qu'il y avait d'autres choses qui vous inquiétaient. Est-ce que ça peut être aussi des... Parce qu'en fait, comment peut réagir l'administration Trump face à ça? Non, mais là, elle va rien faire. Le point qui est important, c'est juste de se rendre compte que là, c'est deux entreprises dans le secteur de prêt subprime automobile et de pièces détachées qui ont été en difficulté. L'automobile, c'est le secteur des droits de douane. Hein. C'est le secteur emblématique de... Il faut fabriquer aux États-Unis les automobiles. Tant pis s'il n'y a plus de main-d'œuvre disponible et que cette main-d'œuvre n'a pas envie d'être payée les salaires de l'industrie automobile. Et donc, on est dans cette interrogation. Et il faut se rappeler que des droits de douane, c'est des sociétés qui ont du mal à reconstruire au même prix, qui ont parfois toujours des stocks, qui ont des contrats qui durent pendant certaines périodes, mais après, ils n'arriveront pas forcément à changer les choses. Et donc, il y a une fragilité qui est sous 12 mois, qui n'est pas en un mois, quoi. Donc, tout le monde aujourd'hui se dit, on a mis des droits de douane sur tout, ça se passe bien. Moi, je pense que c'est extrêmement naïf comme analyse et qu'on va avoir des difficultés de plus en plus importantes sur les segments très touchés. On a eu des alertes sur les segments aussi bêtes que du jouet, enfin, des choses qui étaient en 100% importées. On commence à avoir la même chose sur l'automobile. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des zones de fragilité qui vont ressortir de ces droits de douane. Tout le monde sait que c'est une catastrophe pour l'économie. Et c'est naïf de penser que si au bout d'un mois, il n'y a pas eu de drame, il ne va pas y en avoir. Donc, je pense que la fragilité aujourd'hui économique, ça va être des faillites en série liées à ces droits de douane qui déstabilisent l'économie. On a encore eu ce week-end l'annonce que finalement, ils avaient peut-être enlevé le droit de douane sur ce qui n'est pas possible à produire aux États-Unis, ce qui, sachant qu'il n'y a pas de main-d'œuvre dispo, en réalité, devrait consister en à peu près tout. Donc je pense que voilà, la fragilité américaine aujourd'hui, elle est plus sur une déflagration liée aux droits de douane, des difficultés en série des entreprises. Un ralentissement de la croissance ? Oui, ou un peu plus que ça, parce que là, on va parler de défauts, on va parler de pertes, et il faudra voir, là, pour le coup, à quelle vitesse les Américains et l'administration Trump reviennent en arrière, avec de toute façon cette idée qu'il est possible que la justice ne leur laisse pas le choix, compte tenu de tous les procès en cours sur ces droits de douane qui sont objectivement totalement anticonstitutionnels. Donc voilà, je pense qu'il y a des fragilités, mais qu'aujourd'hui, ce qu'on voit est plus le symptôme d'une économie qui est très optimisée, ce qui donne une fragilité. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en revanche, quelques entreprises qui ont fait trop de levier, qui ont planqué des choses qu'on voit tout le temps, hein, vous vous souvenez de Wirecard en Europe, ça n'a pas mis l'économie européenne par terre. Donc je veux dire, voilà, des dettes, des pertes, c'est le fonctionnement normal d'une économie. Je m'inquiète plus de tout ce qu'on n'évoque plus, c'est-à-dire tous ces dégâts de cette industrie américaine qui est faite pour fonctionner d'une manière et la volonté de l'administration de Trump de totalement la changer. Donc à suivre, à ce stade, pas d'inquiétude forte, et d'ailleurs les marchés pas plus inquiets que ça. Peut-être qu'ils devraient l'être un peu plus, mais pas énormément quand même. Et là, c'est votre conclusion. Merci beaucoup Thibaut Prébet, donc pour l'analyse de ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. Merci à vous.